En Guinée, mouvement d'humeur dans le fief du président Alpha Condé contre les coupures d'électricité. La Côte d'Ivoire, Kouadio Kona Bertin, candidat à la candidature du PDCI pour la présidentielle. Et puis en France, l'avocat des opposants africains, Éric Dupond-Moretti, fait ministre de la Justice. Voilà les trois sujets que nous abordons ce soir avec notre invité, maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir, maître. Bonsoir, Céline, oui. En Guinée, on veut du courant. Un slogan simple mais qui sonne comme un cri de cœur. Depuis ce mardi matin, plusieurs centaines de jeunes sillonnent les rues de Kankan, situées dans l'est de la Guinée, pour protester contre les coupures intempestives d'électricité. La circulation est paralysée et plusieurs commerces fermés. Il n'y a pas de heurts signalés pour le moment à Kankan, fief du chef de l'État Alpha Condé, dont le second mandat, il faut le rappeler, arrive à terme en décembre prochain. Maître Sosa, c'est pas la première fois qu'en Guinée, il y a des problèmes de délestage. D'ailleurs, de façon ironique, on disait du temps de Lansana Conté que la Guinée avait 3 généraux. Il y avait le général Conté, le coupure générale d'eau et coupure générale d'électricité. Mais après toutes ces années, on a l'impression que aucun gouvernement n'arrive à trouver de véritables solutions à cette situation. Mais c'est bien malheureux de faire ce constat. Et vraiment, à chaque fois, la situation de la Guinée me remplit de dépit. Pour plusieurs raisons. En fait, on assiste à un catalogue de malgouvernance de part et d'autre au niveau du respect des institutions. Ça laisse à désirer. C'est pour ne pas être plus caustique que j'utilise cet euphémisme. Au niveau de la gestion quotidienne des affaires, on n'a jamais vu un taux de corruption aussi élevé en Guinée de l'histoire de ce pays. On avait imaginé qu'avec le général Conté, on avait atteint le summum, mais aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, ils étaient des amateurs, les gens qui ont gouverné le pays du temps de ce général. À l'époque de Sékou Touré, ce n'était pas la corruption qui était le signe distinctif de la malgouvernance, c'était à d'autres niveaux. Bref, on va retourner en arrière, mais vraiment, le bilan du président Alpha Condé est désespérant. Il n'a plus rien pour se racheter, en fin de compte. Et on se rend compte que dans son propre fief, l'électricité n'est même pas devenue un acquis social. Pas plus l'eau. Et à chaque fois que les gens protestent, ils politisent l'affaire en disant que ce sont de méchants opposants qui en veulent à son pouvoir. Non, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui dans son fief et qui disent « nous ne voulons rien d'autre que de l'électricité ». C'est un minimum d'avancée, de progrès auquel nous aspirons. Au lieu de leur dire « voilà les solutions que je vais apporter, voilà comment nous voulons faire face aux problèmes et remédier aux manquements qui ont existé », non, ils politisent en disant « ce sont des opposants » et on décrète que il y a état d'urgence, on décrète des couvre-feux, on empêche les manifestants de venir exprimer leur colère. Voir ça de la part de quelqu'un qui est un intellectuel, qui a vécu les affres de l'opposition en Afrique, a été supplicié par le régime auquel il a succédé, et s'est battu comme un résistant noble face à l'arbitraire d'un pouvoir qui était honni. Lui-même se comportait de la manière dont il le fait, c'est à désespérer de la classe politique dans ce pays, mais en Afrique aussi, en général. Parce que, en fait, ce qui se passe en Guinée peut se passer ailleurs, c'est passé ailleurs à plusieurs occasions. On l'a vu, mais bon, c'est pas la peine de faire des procès à des gens. Et c'est inquiétant pour la démocratie en Afrique. C'est inquiétant pour, disons, les chances de l'alternance en Afrique. Parce que si l'alternance peut mener à des reculs,
Vous voyez, on donne du grain à moudre à ceux qui disent, mais en dehors de nous, il n'y a personne de capable. Vous voyez, bon, ils ne sont pas capables. Les gens n'ont eu jamais l'occasion même d'accéder à d'infimes portions du pouvoir, mais on dit ils sont incompétents parce qu'ils ne l'ont jamais exercé. Donnez-leur la chance de l'exercer et on verra à l'ouvrage s'ils sont capables ou pas. Mais bon, finalement, quand on voit des Alpha Condé se comporter, on se dit, ben oui, on comprend pourquoi ces gens raisonnaient comme ça et pourquoi à chaque fois ils objectaient que eux seuls sont compétents parce qu'ils sont aux affaires et parce qu'ils connaissent le pays, ils connaissent la mode de gouvernance, enfin le fonctionnement de l'État, et que les opposants sont des novices inexpérimentés et que on aurait tort de leur confier des responsabilités et surtout la conduite de la nation. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que la conduite de monsieur Alpha Condé aux affaires me remplit de dépit. Alors, ici, ça se passe dans le fief même de Alpha Condé. Généralement, ce sont les fiefs qui font bloc autour des chefs d'État pour montrer que bon, il y a cette assise. Mais c'est la meilleure preuve que cette contestation n'a pas de fondement politique. C'est une demande sociale qui s'exprime d'habitude. Vous voyez, bon, quand quelqu'un est président, dès son premier mandat, il essaye au moins d'arranger son fief, son village, quand il n'a pas construit un second palais dans son village, quand il n'a pas tenté de ramener les administrations les plus importantes et les régies autour de son village pour au moins construire un peu mieux. En tout cas, on l'a vu avec Houphouët-Boigny, qui a fait de Yamoussoukro la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Hein, bon, on l'a vu avec son successeur immédiat, le président Bédié, qui a fait de Daoukro aussi un lieu où, enfin, certains progrès sociaux sont aujourd'hui acquis et il l'a développé tant bien que mal. Il a voulu construire un tunnel entre Pépressou et Daoukro, Pépressou étant son village même. Il a fait des tentatives d'embellissement. Bon, il l'a fait dans le court mandat de 6 ans qu'il a eu. Enfin, les 5 ans plus le mandat écourté, là. Bon, donc, c'est le réflexe de beaucoup d'entre eux. Souvenez-vous, Badolité sous Mobutu. Bon, sous Yadema, Pia. Et puis ensuite, Kara. Bon, eh bien, il a fait 10 ans. Et dans son propre fief, il n'a pas su même modifier la mode de fourniture de l'électricité. Et les gens qui, par réflexe fraternel ou ethnique, ont voté pour lui, finalement, ont perdu au change. Le problème aussi, c'est que, par exemple, les populations réclament la construction d'un barrage hydroélectrique et d'une centrale solaire. Ce sont des projets qui existaient, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et c'était même des promesses électorales. Oui. Alors, on se demande pourquoi ils ne voient pas le jour. Que M. Condé nous explique quelles sont les difficultés structurelles qu'il y a à pouvoir les mettre en place. Au moins, ne serait-ce que, au moins pour donner un peu de réponse à la demande qui est faite. C'est une requête, c'est une doléance tout à fait légitime. Donnez-nous de l'électricité. Vous leur répondez en envoyant les forces armées et les bombes lacrymogènes. Bah, dis donc bravo pour quelqu'un qui se présentait comme un apôtre des droits de l'homme, un professeur émérite d'université. C'est consternant. Pour le moment, il s'occupe de ficeler les choses pour son 3e mandat. Son 3e. Eh bien, c'est consternant. À l'âge qu'il a, on aurait pu penser que, gagné par la sagesse, il consente à céder le pouvoir. Parce que, finalement, on se demande pourquoi il y tient tant. Il est incompétent. Il le montre à tout bout de champ. Il est incompétent. Il est incompétent. Voilà. Deuxième sujet, la Côte d'Ivoire. En 2015, n'ayant pas eu le soutien de son parti, le PDCI, Konan Kwadwo-Bertin, s'est présenté en tant que candidat indépendant à la présidentielle. L'ancien député de Port-Boué ira-t-il en indépendant après le rejet de son dossier à la candidature du PDCI pour avoir fait du faux, selon le comité électoral du plus vieux parti de Côte d'Ivoire? En tout cas, dans un échange avec la presse, lundi 6 juillet, Bertin Konan Kwadwo, qui a reçu ce jour la décision de rejet de sa candidature par le comité électoral du PDCI,
a fait remarquer qu'il ne reconnaissait pas ce dit comité et ses décisions rendues. Alors, on est ici au sein du PDCI, le parti en tout cas de l'ancien président Houphouët-Boigny. J'allais dire même le vieux dinosaure s'est lancé dans la course. Et peut-être pour ne pas voir des gens lui faire ombrage, on fait tout pour les écarter finalement. C'est le cas de Kwadwo Konan-Bertin. Oui, il n'y a pas d'autre manière de le voir, hein. C'est vrai, on fait tout pour l'écarter, pour faire place nette, afin que le vieux dinosaure, comme vous dites, ait les mains libres pour se présenter. Là encore, on se demande pourquoi il tient tant à se présenter lui-même, à l'âge qu'il a, normalement. On se fait vieux sage pour donner de bons conseils à des plus jeunes, parce que, bon, il a déjà été président. Bon, pour le bilan que l'on sait, ça n'a pas été la présidence qui aura laissé dans les mémoires des faits inoubliables, on va dire ça comme ça. Bon, et pourtant, il y tient, après avoir fait des alliances contre les uns, contre les autres. En fait, il est passé à gauche, il est passé à droite, et finalement, bon, il abandonne encore pour se positionner, alors que son cadet, Alassane Ouattara, a compris que bon, il était temps de passer le relais à des plus jeunes. Bon, c'est bien la seule fois où je serai d'accord avec Alassane Ouattara. Bon, en se faisant cela, il fait très bien. Mais apparemment, Konan Bédié n'a pas envie de l'imiter. Il pense qu'en dehors de lui-même, il n'y a personne au PDCI. Ce parti qui a pléthore de cadres compétents, qui sont encore aux affaires, parce que quand même, on peut aussi reconnaître à Alassane Ouattara un peu d'ouverture d'esprit et d'ouverture politique, en agrégeant autour de son parti originel d'autres forces qui est devenu le RHDP. Bon, dans cette matrice-là, il y a énormément de cadres compétents qu'on aurait pu promouvoir, adouber au sein du PDCI pour affronter la candidature déclarée du dauphin désigné par Alassane Ouattara. Bon. Et pourtant, non, ce n'est pas ce que fait Henri Konan Bédié. Et bon, aujourd'hui, on en verra d'autres, hein, d'autres fondeurs. C'est pas uniquement Kakabé, il y en aura certainement d'autres. Parce que bon, on ne comprend pas pourquoi on décide que on est seul, l'unique capable de représenter le parti et de faire un hold-up total sur un parti comme celui-là. Mais dans cette guéguerre, Henri Konan Bédié l'emportera toujours. Mais il l'emportera parce qu'il compte beaucoup d'hommes liges, beaucoup qui sont là, lui doivent tellement de choses qu'ils ne peuvent pas l'affronter. Et puis on est en pays baoulé, où bon, on préfère ne pas humilier un aîné. On ne l'affronte pas, du moins pas publiquement. Donc on préfère plutôt manger son chapeau plutôt que de l'affronter. Voilà ce qui s'est passé. C'est une outrecuidance que Kakabé va payer après? Forcément qu'on lui fera rendre gorge, oui. Mais bon, je crois qu'en politique, le courage aussi fait partie des vertus qu'il faut avoir. Hein. Parce que bon, si on est des bénis oui-oui, et que personne, aucun cheveu ne doit être plus haut que l'autre et que tout le monde doit raser les murs parce que le chef a parlé, on ne fait pas non plus de bons partis politiques au sein desquels il y a un souffle démocratique. Mais Kakabé doit aussi savoir que c'était un combat perdu d'avance pour lui. Oui, parce que bon, déjà sa candidature est invalidée pour des motifs pseudo-juridiques. Hein. On le taxe de faux, on dit qu'il a falsifié des procès-verbaux de la cellule qui l'aurait mandaté pour venir à la convention. Il exige qu'il faut une convention pour désigner le candidat. Et on lui a déjà dit que la cause était entendue et que la candidature de Henri Konan Bédié était la seule recevable et retenue par les instances du PDCI. Ouais. Point barre. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Pourquoi se bat-il encore? Mais il est parfois de bon ton et appréciable que de temps en temps des gens disent ce qu'ils pensent, sans vouloir offenser nécessairement. Il est bon de dire ce qu'on pense.
Parce que cette façon-là de s'accaparer le pouvoir au sein d'un parti n'augure rien de bon sur la façon dont on va être disposé à diriger un pays. Il est bon que quelqu'un le dise. Que ce soit lui, bravo, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui se joignent à lui pour dire non, parce que ça, c'est un coup de force. C'est un coup de force sur un parti. Et sincèrement, électoralement, je ne sais pas ce que pèse Conan Bédier, par rapport à des candidats plus jeunes envoyés par le RDR. Je ne sais pas ce qu'il pèsera en face de cette candidature. Donc, en fin de compte, on ne joue pas la gagne en misant nécessairement sur la bannière Conan Bédier. C'est un has-been et il faut absolument tenir compte de ce fait-là. C'est tout. Bon, on dit en politique, on ne meurt jamais. Bon, franchement, ceux qui nous rebassent là, écoutez, bon, dans les vieilles marmites, on fait les bonnes sauces, etc. On connaît tout ça. Mais bon, là, il s'agit quand même de donner un peu plus d'air frais. La Côte d'Ivoire va pas être l'otage tout le temps de ces dinosaures. Là, c'est même pas des dinosaures. On est au niveau mais c'est des hécatonchires ou des brontosaures. Enfin, bon, c'est pas possible. Dernier sujet, la France. L'avocat des opposants africains, Éric Dupond-Moretti, fait ministre de la Justice. L'avocat pénaliste connu pour ses sorties fracassantes contre les magistrats crispe les syndicats qui l'attendent tournant sur les réformes en cours. Une déclaration de guerre à la magistrature. L'arrivée médiatique de Dupond-Moretti est à peine officialisée lundi 6 juillet que le ton est déjà donné par les syndicats des magistrats, à commencer par l'USM qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de l'acquittator. C'est quelqu'un dont, j'allais dire, la compétence au niveau du barreau n'est plus à démontrer. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que hier nuit seulement, j'écoutais encore une des interviews de Éric Dupond-Moretti, où on lui posait la question s'il lui était demandé d'être ministre de la Justice. Il a dit non. D'abord, je n'ai pas les compétences pour être ministre de la Justice. Ensuite, être ministre, c'est être copain avec tout ce beau monde. Et moi, je ne me vois pas dans cela. Le voilà ministre. Est-ce que vous vous en réjouissez forcément? Écoutez, Éric Dupond-Moretti est un avocat hors norme. Avec qui j'ai eu l'honneur de partager les bancs de la défense dans un dossier et que j'ai eu à affronter aussi dans mon parcours professionnel en France, à Paris. C'est un avocat dont la compétence n'est plus approuvée. Il l'a dit lui-même, il ne sait pas s'il ferait un bon ministre de la Justice, mais il a expliqué les motifs pour lesquels il a accepté le job finalement. Vous savez, la vie des gens est faite de revirements, parfois étonnants, mais je ne suis pas très surpris. Je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, c'est vrai, l'appareil judiciaire en France est en mal de crédibilité. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a des personnalités qui ont une voix qui porte et ils ont une parole prétorienne. Et Éric Dupond-Moretti en est. Et je le pense tout à fait capable, si il a le consensus, s'il arrive à agréger autour de lui les gens qui le prennent pour un ennemi, qui disent qu'il y a déclaration de guerre pour le simple fait de l'avoir nommé au ministère de la Justice, parce que on ne peut pas non plus se recroqueviller sur soi, sur des réflexes corporatistes et dire que rien ne doit changer. Éric Dupond-Moretti a vécu intimement les dysfonctionnements du système judiciaire français, et notamment le système pénal, et il se propose de le changer. Eh bien, attendons de le voir à l'œuvre, mais je suis sûr qu'il est porteur d'idées fortes et de projets, à mon avis, qui vont être majeurs pour, en tout cas, les siècles à venir, parce que c'est la deuxième fois qu'un avocat occupe le portefeuille du ministère de la Justice en France. La dernière fois, c'était aussi un grand avocat, Robert Badinter, et il a fait des réformes qui restent aujourd'hui des monuments. La suppression de la peine de mort et le nouveau code pénal, la réforme du code pénal, du code de procédure pénale, on les lui doit.
Et depuis Badinter, bon, il y a eu d'autres ministres qui ont posé des réformes majeures. Dominique Perben, qui est avocat par ailleurs aussi, mais il est devenu avocat par après, où il a été avocat un peu plus modérément, avant d'être happé par la politique. Donc, il faut lui souhaiter bonne chance. Il ne faut pas juger uniquement l'homme. Je crois qu'il faut juger le technicien à l'œuvre, parce que c'est un grand technicien qui est arrivé. Et ce serait dommage qu'on se prive d'ailleurs de compétences comme ça, parce que si les ministères comme ceux de la justice ou de l'intérieur sont occupés permanemment par des énarques, ou des politiciens uniquement, qui n'ont pas démérité non plus. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais si on confie ce genre de ministère à des gens qui n'ont de mérite que d'être de grands politiciens, peut-être aussi que c'est la raison pour laquelle les réformes majeures ne se font. Badinter n'avait aucune allégeance. Il est venu en homme libre prendre ce ministère et faire les réformes qu'il avait pensé nécessaires et qu'il avait conseillé à l'époque à François Mitterrand pendant la campagne électorale. Bon, il était aussi, parfois aussi, l'avocat du PS et l'avocat du président lui-même. Bon, Dupond-Moretti est un avocat qui a des idées originales, qui a beaucoup disons, d'éléments techniques pour critiquer, échanger le système judiciaire français. C'est une bonne chose de confier ce ministère à quelqu'un qui vient de la société civile, mais pas que de la société civile, qui est vraiment attaché par son expérience professionnelle aux missions de ce ministère. C'est une bonne prise, moi, je pense. Alors, peut-être, Éric Dupond-Moretti n'est pas taclé sur sa compétence, en tout cas dans sa profession, c'est une sommité, mais lui-même, il s'est un peu mis en difficulté avec les déclarations antérieures qu'il a eu à faire. On le sait, c'est pas quelqu'un qui portait vraiment la magistrature dans son cœur, qui a eu des propos très injurieux vis-à-vis de la magistrature. Non, cher Samuel, non, pas du tout. Non, dire qu'il ne porte pas la magistrature dans son cœur, c'est une caricature. Aucun avocat n'exerce correctement son métier en ayant de l'hostilité ou de l'aversion pour les magistrats qui sont ses premiers interlocuteurs. Bon, en dehors de la cour d'assises, il s'agit à chaque fois qu'on porte une cause de convaincre le magistrat. Donc c'est avec lui qu'on débat. Ouais. Et quand un magistrat nous donne tort, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Et de la même façon, quand on gagne une affaire, ça ne veut pas dire que le magistrat nous a à la bonne. Je connais d'immenses magistrats qui m'ont donné tort dans des procès ordinaires, hein, et avec qui j'ai par ailleurs des relations personnelles qui sont très nobles. Mais non, le personnage est ce qu'il est. Il est cassant. C'est un esprit indépendant. C'est un fauve de prétoire, Dupond-Moretti. Eh bien, ce serait bien qu'il soit un fauve à l'Assemblée nationale pour défendre aussi ses projets de loi. Donc, en tout cas, pour son premier passage, il a eu beaucoup de difficultés. Hein. On a suivi devant le député. Je n'ai pas suivi, oui, mais bon. Après, il a acquiescé en disant, bon, c'est ma première fois. Parce qu'il s'était cru au prétoire, mais finalement, il a compris que non, le jeu, c'est pas la même chose. Non, le style est différent et il apprendra très vite. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui a au moins l'intelligence des moments et des lieux. Mais les magistrats lui promettent une vie rude. Oui, mais alors, il faut savoir pourquoi. Pour ses déclarations. Mais oui, mais alors, attendez. Alors, ils ne vont pas lui parler, ils ne vont pas répondre à ses invitations. Il s'agit de débattre de notre maison commune, la justice. Et on ne peut pas le faire entre avocats seulement, on ne peut pas le faire entre magistrats, entre eux. Il faut absolument associer toutes les professions du droit, et toutes les professions qui concourent à l'œuvre de justice, c'est-à-dire les magistrats, les greffiers, les avocats, les huissiers, pour créer les conditions, enfin en tout cas faire l'état des lieux et dire ce qui dysfonctionne, améliorer ce qui va déjà, considérer comme acquis ce qui va très bien et sans cesse essayer de réfléchir au changement des choses. Alors si on est hostile à l'homme, on n'avancera pas. Alors dans ce cas, ce ne sera pas son échec, ce sera l'échec de ceux qui lui ont fait une guerre inutile. Mais quand l'homme lui-même a pu dire « j'ai pas les compétences pour ça », finalement, il va les trouver où, ces compétences ?
Vous savez quoi, un ministère régalien comme celui de la justice, sincèrement, ce n'est pas uniquement le ministre qui le fait. Bien sûr. C'est d'abord une administration, c'est des gens qui ont des compétences très pointues sur des questions épineuses auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Et ce sont ces gens-là qui remontent au ministre les éléments, les forces vives et en même temps aussi les obstacles. Donc le ministre, parce qu'il a le pouvoir politique, va dire, bon, voilà les obstacles qu'on a relevés, voilà les moyens dont il faut s'équiper pour les surmonter. Il ira voir le président de la République qui fera l'arbitrage en sa faveur, je l'espère, parce que, bon, là, c'est des plaidoyers non plus pour des clients, mais pour l'histoire, pour l'avenir de la France et pour le bien-être des justiciables. Je pense que pour cela, on doit l'accompagner plutôt dans ce combat. De façon globale, hein, pour finir mettre tout ça, ce gouvernement Macron, est-ce que pour vous, ça répond au message que les Français ont envoyé à l'issue des municipales? Non, pas du tout. Ce gouvernement, enfin, on s'attendait à quelque chose de plus fracassant que ça. Finalement, à part Éric Dupond-Moretti et Madame Bachelot, Oui. il n'y a pas eu énormément, enfin, il n'y a pas de personnalité nouvelle dont l'entrée en politique est porteuse d'un espoir pour quelque chose de fracassant. Non, c'est ça qui est dommage. Le casting est resté un tout petit peu trop timoré pour moi. On aurait pu aller un peu plus loin, mais bon, ça, j'ai pas qualité pour juger de la chose. Je suis très content d'avoir un confrère garde des Sceaux et en la personne de Éric Dupond-Moretti. Et puis il y a aussi ce virage à droite, finalement, que Macron opère. Écoutez, ça aussi, c'est un procès que je trouve finalement inutile. Parce que, écoutez, quand on voit quand même les grands ministères régaliens, Le Drian, il est de gauche. Oui. Bon, Éric Dupond-Moretti, il est signalé de gauche aussi, par tempérament et par enfin, ses alliances passées, c'est un homme de gauche. Bon, il y en a d'autres, des écologistes, etc. Et puis, quand bien même, Macron n'a pas dit qu'il était ni de droite ni de gauche. Macron était Macron. Oui. Alors, si dans son gouvernement, il y a plus de gens de droite que de gauche, tous les matins, il parle à des gens de gauche et des gens de droite. Il ne mène pas une politique de droite que je sache. C'est pas la droite dure. Non, non, soyons quand même un peu plus modérés à ce sujet-là. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et après c'est le regard croisé. Merci.